Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Merci messieurs, bonne journée, au revoir. Ah, enfin, cette boîte aux lettres là, qui était coincée depuis quelques jours. En même temps, c'est votre faute là, vous avez envoyé tellement de cartes postales que j'avais du mal à l'ouvrir. En tout cas, on va l'ouvrir tranquillement et on va regarder ce que vous avez pu nous envoyer sur cet été 2024. Salut l'équipe du Contrecast et le VHS, ici Petite des Papas Cool. J'espère que vous passez de bonnes vacances à faire des plongeons dans la Seine ou tout autre truc de parisien que vous aimez faire, tant que vous vous faites plaisir. Alors l'été dernier j'avais parlé de comics, cette année je vais vous parler de musique et plus précisément d'un groupe qui s'appelle Green Lung. Et donc Green Lung, qu'est-ce que c'est ? C'est un groupe anglais de doom metal ou plutôt de stoner doom. Alors ne prenez pas peur avec ces appellations, on n'est pas sur de la grosse gueulante mais plutôt sur du heavy metal à l'ancienne mélangé à du rock progressif. Par exemple, si vous aimez les morceaux de Black Sabbath, genre Paranoid, Iron Man ou War Pigs, vous ne serez pas dépaysé et je pense que vous accrocherez rapidement au style musical, parce que clairement ça s'en rapproche pas mal. Pour revenir à Green Lung, ils se sont formés il n'y a pas si longtemps puisque ça date de 2017, mais ils sont assez productifs parce qu'ils ont déjà sorti 3 excellents albums. Mon chouchou, c'est justement le dernier album qui comporte pas mal de morceaux dont les refrains restent bien en tête, comme Mountain Throne, The Forest Church, Maxine ou encore Hunters in the Sky, histoire de ne pas citer tout l'album. Au niveau des paroles et de leur univers, c'est très influencé par les films de folk horror des années 60 et 70. Ça parle de sorcières, d'occultisme, de légendes et du folklore anglais. Bref, c'est bonne ambiance et ça pourra aussi parler aux rôlistes, je pense. À la base, moi je les ai découverts l'an dernier via une playlist du Hellfest et j'ai tout de suite accroché. Et c'est comme ça que quelques mois plus tard, j'ai eu la chance de pouvoir les voir au premier rang au Hellfest, donc comme un gros fan. Tellement fan que je me suis même acheté un t-shirt avec une de leurs illustrations. Après, faut dire que les graphismes sont vraiment magnifiques, les illustrations sont super travaillées, ça ressemble à de vieilles gravures. Il n'y a qu'à voir l'identité graphique de leurs 3 albums, c'est vraiment un sans faute de ce côté. Et je sais pas qui les réalise, mais en tout cas bravo à eux. Petit exemple, le dernier vinyle est vendu avec un faux dépliant touristique qui comporte une carte pour aller visiter les endroits occultes de la Grande-Bretagne, avec une petite mention que je lis telle quelle. Notre entreprise ne peut pas être tenue responsable des disparitions étranges ou des possessions d'esprit qui pourraient avoir lieu lors de la visite des endroits mentionnés. Tous les randonneurs explorent ces lieux à leurs risques et périls. Voilà, c'est sympa et c'est le genre de petits détails qui me font bien kiffer quand j'achète ce genre de choses. En tout cas, si j'ai éveillé votre curiosité, vous pouvez aller voir quelques clips sur leur chaîne YouTube pour découvrir leur univers. Et si vous voulez voir ce que ça peut donner en live, celui au Rock Palace qui est dispo sur YouTube est excellent. Voilà, si vous aimez la bonne musique, que vous soyez fan de métal ou pas du tout d'ailleurs, parce que ça reste assez accessible je pense comme style musical, j'espère que je vous aurai donné envie de découvrir Green Lung. A bientôt le Contrecast, des bisous. Salut le Contrecast, j'espère que vous passez un bel été, que ce soit au soleil, sous la pluie ou parmi les courageux qui bravent la foule pour les JO. J'appelle pour prendre de vos nouvelles, savoir si John s'occupait toujours aussi bien de vous et si le vaisseau était toujours aussi rempli de gens cool. De mon côté, je m'acclimate doucement à mon nouveau quotidien et regrette de ne pas avoir pris allemand LV2 à l'école. Je peux maintenant survivre seule lorsque je fais les courses chez l'épicier et j'apprends le nom des fruits et des légumes au fil des saisons. Pas sûr que ce soit assez, mais c'est un début. En attendant, je découvre la gastronomie locale et surtout un incontournable de leur fast-food, les donneurs, ou kebab, grec, appelez ça comme vous voulez. J'aime tellement ça que j'ai trouvé le jeu parfait pour assouvir mes envies de fast-food turc. J'ai monté mon propre restaurant dans Kebab Chef. Et oui, ce n'est pas une blague. Pour faire simple, c'est un petit jeu indé que j'ai découvert à sa sortie en janvier de cette année où tu simules ta meilleure vie de gérant de resto. Alors oui, comme vous l'avez deviné par le nom, on y fait des kebabs, mais pas que. Vous commencez dans une petite ville au sein d'un appartement qui vous sert de point de sauvegarde. La ville vous octroie alors un petit espace pour votre restaurant dans lequel vous pouvez agencer tout comme bon vous semble. Murs, sol, décoration, enseigne, luminaire, tout est quasi customisable sauf la structure. Il en va de même pour votre appartement. Chaque jour, vous allez devoir choisir le menu que vous allez servir. Vous pouvez y mettre jusqu'à 10 plats et devez gérer l'inventaire des ingrédients en conséquence. Bien entendu, le jeu ne vous fait pas commencer avec autant de plats à gérer, mais ça vous donne une petite idée du challenge potentiel. On va vous faire commencer avec les recettes peu attractives, puis on débloque des plats qui vont engendrer plus de clientèle et de renommée au fil de votre progression. C'est un bon moyen de se familiariser avec le gameplay et la difficulté derrière la préparation de chaque recette.
Le jeu vous permettra aussi d'inviter des gourmets qui vous demanderont de leur confectionner un plat en fonction de leur envie. Ces gourmets vous permettront de débloquer d'autres recettes et attirails qui vont vous faciliter votre quotidien en cuisine. Au total, c'est plus d'une 50aine de recettes aujourd'hui disponibles avec une progression sur la maîtrise de chaque plat, mais aussi un niveau d'attractivité qui va influer sur le nombre de clients qui viendront manger dans votre restaurant. Puis, si jamais vous vous sentez dépassé, vous pouvez inviter jusqu'à 3 potes sur votre partie afin de vous aider à gérer tout ce bazar. C'est un des seuls formats PC qui vous proposait vraiment un aspect coop avec une certaine granularité dans la préparation des plats, si tant est que tu trouves des potes qui aiment les jeux de cuisine. C'est un vrai mélange entre un Cooking Mama avec un zeste de simulation. Kebab Chef est développé par Biotech Gamework, un petit studio qui a été fondé à Istanbul et n'est pour l'instant disponible que sur Steam moyennant 18€. Ils ont un Discord plus ou moins actif où les devs ont déjà partagé la roadmap jusqu'à décembre avec de nouveaux modes de jeu, nouvelles recettes et objets pour encore plus de customisation. Moi j'ai hâte en tout cas, pas vous ? Dans tous les cas, passez me voir un de ces 4, les portes de mon resto vous seront toujours ouvertes. Et en attendant, passez de bonnes vacances et profitez-en pour recharger vos batteries. Plein de bisous. Et coucou, c'est Darken. Alors du coup, aujourd'hui c'est mon dernier jour de vacances. Demain, je reprends le boulot. Donc, de mon côté, je souhaite de bonnes vacances à tout le monde. J'espère que si vos vacances sont passées, elles ont été bonnes. J'ai été pendant 3 semaines un petit peu dans toute la France. Et s'il vous plaît, jetez vos déchets à la plage parce que c'est une catastrophe. J'ai vu des plages qui étaient jonchées de plastique. C'était calamiteux, un petit rappel qui ne fait pas de mal, je pense. Donc moi, je suis de mon côté parti avec ma petite 3DS parce que je peux pas prendre ma PS5 pour jouer au DLC d'Elden Ring ou mon PC pour jouer à l'Early Access d'Hades 2 dont je suis accro. Donc j'ai pris une licence qui me touche, une licence que j'aime, une licence que j'adore, c'est Pokémon, et j'ai pris en particulier Pokémon Noir 2. Pourquoi ? La 5e génération, c'est de base la génération que j'ai le plus détestée. C'est quelque chose à l'époque que j'avais vraiment pas aimé. On m'avait spoilé tout le Pokédex, ça a dû sûrement jouer. Du coup, j'ai pas découvert les Pokémon, j'ai pas eu ce plaisir-là. Je n'aimais pas vraiment la carte qui est vraiment en rond, où c'est plutôt linéaire, pas autant que les jeux d'après. Donc la 5e génération, c'est quelque chose dans ma tête qui était vraiment, entre guillemets, le mal absolu de la licence, alors qu'on voit bien que XY, qui est la 6e génération, et jusqu'à la 9e génération avec Icar et Violet, ce sont des jeux vraiment très médiocres. Ce qui correspond avec la prise par la production de Monsieur Omori. Je pense que ce n'est pas une coïncidence. Mais du coup, en refaisant cette 5e génération, donc Noir 2, aujourd'hui en 2024, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Eh ben, je révise totalement mon avis. C'est, je pense, et objectivement, le pinacle de la licence Pokémon. Ce sont les meilleurs jeux en termes de graphisme, avec un pixel art qui bouge, qui est merveilleux. Les Pokémon sont bien animés, ils sont bien représentés, ils ont tous un petit mimique qui est adorable, qu'on ne reverra pas après, ensuite, au passage en 3D, ce qui est incroyable. Par exemple, le petit moustillon qui prend son coquillage sur son ventre et qui joue avec, ça c'est quelque chose qu'on ne reverra pas. Ou Clamiral, je reprends cette lignée-là, avec son épée dans les bras, qui la sort, qui la rentre. Ensuite, la 3D avec les zooms, etc. Par exemple, sur le pont, qui sont merveilleux. Donc la 5e génération, et elle se déroule à Unis, qui est une alternative des États-Unis, surtout de New York. Donc on retrouve par exemple le Pokéwood, qui est un Hollywood où on met en scène nos Pokémon, qui est un mini-jeu qui se retrouve à être une aventure complète limite. Le Pokéworld Tour, qui est un énorme tournoi avec toutes les plus grands stars et les plus grands dresseurs de Pokémon, avec Cynthia, la maître Pokémon de la 4e génération par exemple, ou Red, ou Blue, qui sont de la 1re génération, etc. Donc ouais, c'était finalement une belle redécouverte, une redécouverte importante, et je pense que du coup le message derrière tout ça, c'est qu'il ne faut pas hésiter finalement, même 12 ans après, puisque le jeu Pokémon Noir 2 est sorti, et Pokémon Blanc 2 sont sortis en 2012, à rejouer à des jeux finalement qu'on n'a pas aimés, parce que finalement, avec le recul,
On adore ces jeux. Moi, je trouve que ce sont des jeux parfaits pour l'été, avec vos petites DS que vous pouvez porter partout. Et donc ouais, je pense que c'est des choses à refaire. Il faut refaire des jeux que l'on n'a pas aimés ou des jeux que l'on a aimés pour les redécouvrir. Et c'est important. Voilà. Hello tout le monde. Avec l'été et on l'espère le beau temps qui arrive enfin, vous cherchez peut-être de la lecture pour vos vacances. Eh bien, j'ai ce qu'il vous faut avec l'auteur Michel Bussy, qui fait notamment partie des auteurs préférés des Français depuis maintenant plusieurs années. Et si ça peut vous motiver à vous y intéresser un petit peu, il fait partie également de mes auteurs préférés. Alors Michel Bussy aujourd'hui, c'est 17 romans parus, plus de 12 millions de livres vendus dans le monde. Donc voilà, vous aurez de quoi faire normalement. C'est principalement des livres à suspense avec des thèmes et des scénarios qui sont relativement différents en fonction des livres. Et c'est quelque chose que je trouve personnellement très chouette parce que du coup, chaque roman a vraiment sa place et chaque public en fait peut trouver le livre qui lui plaira le plus. Ce que j'aime particulièrement, moi, avec ce romancier, c'est la faculté qu'il a à surprendre dans chacun de ses ouvrages. Il est réputé pour ça, en fait. On l'appelle vraiment le romancier qui a l'art du twist, notamment dans les dernières pages. Ça retourne le cerveau bien comme il faut, et très souvent, ça donne envie de relire le livre une deuxième fois pour avoir une deuxième lecture avec un œil différent. Pour vous donner un exemple, je me souviens notamment personnellement du premier livre que j'ai lu de lui qui s'appelle N'oubliez jamais. Je me souviens que l'histoire se mettait en place au fur et à mesure des chapitres, mais j'arrivais pas totalement à tout relier, à savoir où il voulait nous emmener. Et c'est vraiment en lisant les 10 dernières pages que, waouh, j'ai eu une bonne surprise, un retournement de situation assez incroyable dans l'histoire. Et c'est d'ailleurs grâce à ça que je me suis dit qu'il fallait que j'en découvre d'autres. Je sais pas par exemple si vous êtes familier des films comme Slevin ou Shutter Island, mais moi ça m'a fait le même effet que les 5 dernières minutes de ces films, si on peut comparer. Donc de mon côté, pour le moment, j'ai lu 6 romans de Michel Bussy, donc voilà, il me reste encore une belle liste à découvrir, mais je peux vous conseiller de commencer par Un avion sans ailes. C'est un livre qui mêle intrigue familiale, intrigue psychologique basée sur les faux-semblants. Il y a pas mal de manipulations des lectrices et lecteurs, c'est assez chouette, et ça mêle le passé et le présent. Donc pour le moment, alors, ok, j'en ai lu que 6, mais ça reste mon roman préféré de cet auteur. Et si vous êtes plutôt série, sachez pour votre info que certains de ces livres ont été adaptés en série télé, et je les ai pas vus de mon côté, mais apparemment c'est vraiment de qualité. Donc on peut citer Maman a tort, Le temps est assassin, Un avion sans ailes, et il a même plusieurs de ses ouvrages qui ont été adaptés en BD, si vous préférez. Si jamais, sur son compte Instagram, Michel Bussy conseille de commencer, ou en tout cas de découvrir 2 de ses ouvrages les plus récents, qui s'appellent Mon cœur a déménagé et 3 vies par semaine. Mais de mon côté, je peux également vous conseiller d'ajouter à votre liste Nymphéas noir, Ne lâche pas ma main, N'oubliez jamais, On la trouvait plutôt jolie, et évidemment, si vous n'aviez toujours pas compris, Un avion sans ailes, qui est incroyable. Voilà, et c'est tout pour moi. Je vous souhaite à toutes et tous de belles vacances, du soleil, de la bonne lecture surtout, et on se retrouve à la rentrée. Profitez bien, à très vite. Alors, qu'est-ce que je vais choisir? Des animés avec des robots, des jeux vidéo ou de la musique? Des robots, jeux vidéo, musique. Oui, vous êtes là. Salut l'équipe du Contrecast. C'est Matt Satonaka ou encore Matt Legris. J'espère que vous passez un bel été et que vous passez heureusement des belles vacances. Vous trouverez comme convenu une carte postale par laquelle je souhaite vous faire partager et découvrir, avec un peu de chance, un coup de cœur qui va m'accompagner tout l'été jusqu'à la rentrée. Comme vous avez pu l'entendre, le choix a été légèrement compliqué. Mais j'ai jeté mon dévolu sur le jeu vidéo Shin Megami Tensei 5 Vengeance. Ce jeu est une version améliorée du Shin Megami Tensei 5 original, sorti exclusivement sur Switch par le studio Atlus, créateur des jeux de la licence voisine Persona. SMT5 Vengeance, disponible sur toutes les plateformes désormais, est un jeu de rôle, dans le sens où vous y trouverez des points de compétence à attribuer après des gains de niveau, des PV,
des PM, un inventaire, des combats, et tout ça en open world ou presque. La trame reprend la base classique des SMT précédents. Vous évoluez dans un Tokyo dévasté, aux prises avec des démons issus de toutes les mythologies créées par l'humanité qui luttent entre elles pour le contrôle de l'univers, rien que ça. Or, finalement, ce seront vos choix moraux qui décideront de l'avenir du monde. Enjeux et pression seront donc votre lot. Très agréable à prendre en main avec la refonte de certaines actions et de certains systèmes, le jeu conserve toute son ampleur et sa capacité d'immersion, d'autant qu'une nouvelle intrigue a été rajoutée avec ce Vengeance. Une des caractéristiques des SMT est que votre équipe est constituée de démons que vous allez recruter, chérir, fignoler, faire évoluer et fusionner afin de trouver la faille élémentaire chez vos ennemis. Et croyez-moi que certains combats représentent un vrai défi. Plus dur que les Persona, mais tout aussi passionnant, je ne peux que vous exhorter à fondre sur ce Shin Megami Tensei 5. Et comme j'ai décidément beaucoup de mal à choisir, je vous conseille aussi d'aller jeter une oreille sur la chaîne YouTube d'Arte dans la série Passengers, qui retransmet un concert d'enregistrement live de l'Impératrice, le groupe français disco-pop cher à mon cœur, qui évolue dans le Palais Bulle à Théoul-sur-Mer en face de la Méditerranée. Ça offre un écrin magnifique pour ce groupe qui mérite d'être encore plus connu qu'il ne l'est actuellement. Et puis allez hop, une petite dernière pour la route. Je vous invite aussi à aller jeter une petite oreille au nouvel album de Rémi Wolf. Trêve de bafouille, vous avez de quoi écouter, vous avez de quoi jouer jusqu'à la fin des vacances. Il ne me reste plus qu'à vous faire des gros bisous à toutes et à tous. Bye bye. Je suis désolée, je vais te laisser un audio parce que je viens de penser à un truc. Est-ce que je t'ai parlé de la série Le Décaméron ? C'est une série Netflix. Ça se passe à Florence, 1340-50. Il y a la peste noire qui frappe l'Italie. Et t'as un groupe de gens qui se retrouvent dans une villa un peu de luxe, loin de tous les pauvres malades. Et c'est une série très drôle. C'est un humour un peu british, piquant. Et le casting est cool. Il y a plein d'acteurs et d'actrices qu'on a déjà vus un petit peu partout. Je pense à Sophia Mamet, par exemple, qu'on avait vu dans la série Girls. Voilà, c'est vraiment drôle. C'est un humour bien décalé. C'est tordu comme pas possible. Et ouais, vraiment très très cool. Ça se mange tout seul. Si jamais t'as un petit peu de temps pendant tes vacances, Le Décaméron sur Netflix. Il y a juste une seule saison, il n'y aura pas de suite derrière, ça s'arrête direct. Voilà. Bah écoute, désolé pour l'audio. Et à plus. Salut l'équipage, c'est Quantum à l'appareil. Cette année, promis, je ne parlerai pas de Power Wash Simulator, bon, même s'il y a un DLC Alice au Pays des Merveilles qui est sorti, ou de Fujimoto, même si l'adaptation de l'un de ces one-shots fait un carton en ce moment au Japon. Et au final, je ne parlerai pas non plus de Has-Been Hotel. Sa créatrice faisant l'objet de controverses, j'ai préféré ne pas aborder le sujet ici. Gardez juste en tête que si l'idée d'une comédie musicale en enfer vous parle, foncez. Non, à la place, je vais vous parler d'une autre série d'animation, japonaise celle-ci, Dungeon Meshi, ou Delicious in Dungeons en anglais, ou Glouton et Dragon. Oui, je déteste le titre français. C'est à la base un manga de 14 tomes, écrit et dessiné par Ryoko Kui, qui a été adapté en série d'animation et diffusé en ce début d'année sur Netflix. On y suit les aventures d'un groupe d'aventuriers de fantasy dirigé par Laios, un jeune guerrier humain, alors qu'il tente de s'enfoncer dans un mystérieux donjon. Pas de bol. L'histoire commence alors qu'ils se prennent une raclée monumentale par le dragon rouge habitant l'un des niveaux les plus bas. Et comble du malheur, la sœur du héros, la magicienne Farine, se sacrifie pour sauver son frère et téléporter tout le groupe hors du donjon alors qu'elle est sur le point de se faire dévorer. Une partie de l'équipe décide de retourner immédiatement dans le lieu maudit pour la sauver, ou du moins la ressusciter avec un sort. Cependant, ils ont un petit obstacle, un manque flagrant de vivres et d'argent pour en acheter. C'est alors que Laios les convainc de réaliser l'un de ses rêves, se nourrir de la flore et, surtout, de la faune du donjon. Ils seront vite rejoints par le nain Senshi, qui semble y connaître un rayon sur la cuisine dans le donjon. Nous sommes donc partis pour une quête à travers les étages du lieu, entrecoupés par des instants cuisine où on finit par nous-mêmes avoir envie de goûter l'un des plats. Bon, à condition la plupart du temps de ne pas être vegan ou végétarien. Le récit commence avec une rythmique proche de Pokémon. Découverte d'un monstre, butage du monstre en question et cuisine des restes.
Mais au fil des épisodes, les personnages sortent un peu de leurs clichés, les intrigues se développent, et même une certaine noirceur commence à s'installer. Mais ça, je vous laisse le découvrir. Je vais juste finir en vous décrivant 3 raisons pour lesquelles j'ai adoré cette première saison. Tout d'abord, le studio qui s'est chargé de l'animation, Trigger. C'est un studio qui s'est fait une spécialité de l'action exubérante. Il suffit de regarder des extraits de Kill la Kill, Cyberpunk Edge Runners ou Promare pour s'en rendre compte. Mais même dans des séries où il y a moins de castagne, comme Little Witch Academia, on peut apprécier la fluidité de mouvement des personnages. Et c'est toujours le cas dans Dungeon Meshi. Même si les combats ne sont pas over the top, on trouvera peu de défauts à l'animation des personnages et des monstres. Et dans une époque où beaucoup d'animés sur Netflix ressemblent plus à de la maigre animation de cases de comics, c'est un vrai plus à l'œil, croyez-moi. Deuxième point, même si je ne pratique pas beaucoup, j'aime beaucoup le jeu de rôle. Et quand on se penche sur certains sujets de la série, on y trouve une vraie cohérence qui donne envie de les intégrer à ses aventures. Que ce soit l'ajout d'une classe cuistot qui se chargerait de la bonne santé du groupe, ou la mise en place d'un écosystème dans son donjon. Il y a quelques notes à prendre pour les joueuses et joueurs, mais surtout pour les MJ en demande d'inspiration. Enfin, et c'est peut-être un détail, mais la musique m'a tapé dans l'oreille. Il y a bien entendu les génériques, dont Sleepwalking Orchestra de Bump of Chicken est mon préféré. Et je vous recommande d'ailleurs le clip, qui est une véritable lettre d'amour à l'imaginaire. Je demanderai à John s'il peut pas mettre le lien en description. Mais même l'OST en elle-même de la série, elle m'est restée en tête, avec des airs proches de certains jeux vidéo. Et au final, c'est pas pour rien, car en plus de Shinsuke Tsuchiya, on trouve Yasunori Mitsuda à la composition, et ce dernier est en fait un ancien de chez Squaresoft, qui a travaillé en petite main sur la composition de musique de nombreux RPG de la firme avant de devenir indépendant. Voilà, j'espère vous avoir donné envie d'y jeter un œil. En attendant la saison 2, moi je vais continuer de baver sur ces délicieux plats du donjon. Ah, Dungeon Meshi. Ah, Dungeon Meshi. Salut John, c'est Baba. Je voulais t'appeler parce que j'avais envie de parler de Baldur's Gate 3. Et comme là, ça va faire 1 an qu'il est sorti, c'était son anniversaire, je me suis dit c'était le moment d'en parler. Je savais pas si tu l'avais fait, et puis c'est hyper jeu de rôle, donc du coup j'avais trop envie d'en faire un. Tu sais, genre c'est le jeu de l'Ariane Studio, genre au cas où tu savais pas. Les mêmes mecs qui ont fait Divinity. Euh, Honnêtement, c'est un jeu costaud de fou. Et puis, pour le coup, l'histoire est super intéressante. C'est genre, t'as un flagelleur mental qui t'a kidnappé, qui t'a mis une larve dans la tête et qui peut à tout moment te transformer toi-même en flagelleur mental. Et genre, à toi de décider, genre, si t'as envie de sauver ta peau ou tout simplement de devenir l'un d'eux ou de vivre une toute autre aventure avec plein de romances, plein de trucs épiques. Et chaque game que tu fais est tellement différente, je trouve ça incroyable. C'est genre le jeu, tu peux en parler à tes potes et vous avez vraiment pas vécu la même histoire. T'es même pas obligé de faire attention à spoiler les gens ou pas. Par exemple, moi j'ai fait un tieflin qui était occultiste, du coup je priais des dieux un peu sombres et j'ai fini par avoir une armée de morts vivants avec moi. Et puis du coup, genre j'ai pu dégommer la moitié d'une ville tout en vivant une histoire d'amour parallèle avec un druide hyper sexy. Et les combats sont en tour par tour, et ça c'est vraiment quelque chose que j'affectionne beaucoup depuis que je suis gosse en fait. J'ai connu le tour par tour avec Final Fantasy, Dofus et tout, c'est un truc qui me quitte pas. Et vraiment, faut que ça laisse le temps à la réflexion, tu peux utiliser tout l'environnement pour tout mettre en ta faveur ou en ta défaveur. Il peut aussi t'arriver des bricoles, mais tout dans ce jeu est incroyablement bien pensé, que ce soit dans les dialogues, dans l'environnement, dans la manière d'appréhender les choses ou quoi. Tout est vraiment génial et c'est un jeu que je conseille à 1000%. Et là, je comptais faire, je pense, la run qu'on appelle Sombre Pulsion, qui est une run prédéfinie par le jeu, entre guillemets. Je mets toujours des guillemets parce qu'en vrai, ça dépend de tes choix quand même. Mais ton personnage fait un peu ses propres choix, en fait, il te les impose. Et ça peut te donner une toute autre game qui est vraiment intéressante aussi. Accessoirement, je me suis dit que là, ça m'avait tellement inspiré les musiques, parce qu'elles sont ouf aussi, que j'allais me mettre à la harpe. Et là, du coup, je cherche une harpe pour jouer les musiques de Baldur's Gate et prendre des cours. Enfin,
pour te dire à quel point je suis craquée dessus, quoi. Bon, et ben écoute, on en reparle après les vacances, si t'es dispo. Allez, salut! Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bel été, de belles vacances. Alors moi pour ma part elles sont déjà finies, mais j'ai quand même réussi à faire quelques activités cet été, à commencer par Trials of Mana, qui est un jeu que je voulais faire depuis quelques années maintenant, qui est dans mon backlog depuis 2019, l'année où il est sorti. Donc c'est un remake d'un jeu Super NES sorti en 1995, qui était un jeu 2D à l'époque, un peu typé Secret of Mana, hein, c'est en gros la suite de Secret of Mana. Et le remake qui est sorti en 2019 est donc un remake 3D. C'est un JRPG d'action dans lequel on va incarner un des 6 personnages qu'on nous propose au début du jeu, qui va être accompagné par 2 autres personnages. Très varié dans son approche au niveau des classes, au niveau des sorts, au niveau des compétences. On a même la possibilité de voyager avec des créatures donc, qui font office on va dire de moyens de transport. On va pouvoir prendre la voie des mers, on va pouvoir prendre la voie des airs. Donc on a une espèce de mini world map vers la fin du jeu, au dernier 3/4 du jeu. Donc qui est assez intéressant parce que ça nous permet de voyager un petit peu et d'avoir donc cet univers féerique de Mana qui fait toujours plaisir à voir. Donc j'avais voulu faire ce jeu-là en prévision de faire la suite, donc Vision of Mana, qui sort fin août. Donc j'ai adoré ce jeu, c'était vraiment très cool. Donc pour les gens qui veulent tester un petit JRPG très mignon, très accessible, vous pouvez y aller, c'est très très cool. C'est un jeu sorti sur PS4 et Switch. Donc amusez-vous si vous avez une de ces consoles. Deuxième chose, je suis assis dans le cinéma. Je suis allé au cinéma, donc 2 fois cet été. Je suis allé voir Twisters, parce que c'était un bon délire à l'époque. J'avais vu le premier film, je crois, de 1996 au ciné, donc je voulais voir sa suite au ciné aussi. Un bon moment popcorn, un film que je verrai sûrement 1 voire 2 fois dans ma vie. C'est sympa. C'est du spectacle divertissant. C'est pas un film qui sera oscarisé, loin de là, mais on passe un bon moment. Deuxième film que je suis allé voir au ciné, c'est Deadpool et Wolverine. Alors là, par contre, pour le coup, j'ai vraiment kiffé. On n'attend pas autre chose d'un film Deadpool, c'est-à-dire qu'on sait exactement où on navigue et c'est ce qui nous plaît. On adore ça, le côté un petit peu brisage de 4e mur, avec toute la critique Disney qu'il y a autour, et c'est assez sympa à voir. Ils ont eu le courage de le faire, en tout cas Ryan Reynolds a eu le courage de le faire. C'est bourré d'humour, c'est un peu bourrin, un peu sanglant, un peu violent. Le délire de la critique du multivers, c'est très très cool, j'ai trouvé ça bien traité, même si il n'y a rien de très surprenant, mais voilà, on passe un excellent moment. Et petite précision, je l'ai vu donc en ScreenX, je ne sais pas si vous connaissez cette technologie qui permet d'avoir donc l'écran de cinéma devant soi et les 2 murs sur le côté du ciné qui sont aussi éclairés par les scènes d'action, et donc ça nous fait une espèce de gigantesque écran panoramique lors des scènes d'action. Donc ça c'est assez immersif et j'ai trouvé ça plutôt cool. Et la troisième chose, je pense que vous allez vous en douter, je vais parler évidemment de la cérémonie d'ouverture des JO. Très cool, cool, c'est pas le mot cool, c'est époustouflant ce que j'ai vu, et je vais m'arrêter évidemment sur un tableau en particulier. Moi qui suis un métalleux dans l'âme depuis des années, depuis des décennies maintenant, voilà. Gojira, alors, que dire, c'était incroyable. Comment ils ont eu les couilles, excusez-moi le mot, de présenter un groupe de death metal sur la façade de la conciergerie avec des gerbes de sang, du feu, des explosions, une tête décapitée de Marie-Antoinette. Franchement, montrer ça à la face du monde, je pense que c'était quand même vraiment, vraiment très osé. Et pour le coup, la prestation de Gojira, elle était largement à la hauteur. Mêlée en plus au chant lyrique, j'ai oublié le nom de la personne. Alors là, excusez-moi, parce que j'ai pas préparé le petit texte. Et vous pourrez trouver cette info-là. Mais en tout cas, j'ai trouvé cette prestation absolument époustouflante. Et voilà, c'était un gros kiff de voir Gojira comme ça à la cérémonie d'ouverture des JO, qui rentre du coup dans l'histoire en étant le premier groupe de métal au monde à faire partie d'une cérémonie d'ouverture aux JO. Voilà ma petite carte postale sonore. Je vous fais d'énormes bisous. Continuez à passer un bel été et de belles vacances. Et moi, je vous fais des bisous et je vous dis à la rentrée. Ciao, ciao!
Salut l'équipe du Contrecast, c'est Eva. J'espère que vous passez de bonnes vacances. Pour ma part, ce sera en septembre. En attendant, je vais vous parler de mon coup de cœur du moment, une bande dessinée qui s'appelle L'Odyssée d'Hakim, de l'auteur français Fabien Toulmé. La bande dessinée est en 3 tomes et elle parle de l'histoire d'Hakim, un jeune Syrien qui a dû tout quitter. Sa famille, ses amis, son entreprise, son pays, et il a obtenu ainsi le statut de réfugié. Il a tout quitté parce que la guerre éclatait, parce qu'on l'avait torturé, parce que le pays voisin semblait pouvoir lui offrir un avenir et la sécurité. Et parce que quand ton pays s'écroule, t'es obligé de partir avant de t'écrouler aussi. L'Odyssée d'Hakim, c'est un superbe témoignage. C'est très émouvant. Ça parle de violence, mais aussi d'espoir de retrouver les siens. Ça parle de résilience, mais également de trahison, de xénophobie, bien sûr, de rejet de la part des pays voisins. Dans le premier volume, ça parle de son épopée de la Syrie à la Turquie. Le second, c'est de la Turquie à la Grèce, alors qu'il est séparé malgré lui de sa femme, et qu'il doit ramener son fils dans son périple auprès de sa famille. Il va alors se mettre à chercher des petits boulots pour se nourrir son enfant. Il va prendre des décisions très difficiles dans le seul but de survivre, et avec l'espoir d'un jour seulement retrouver les siens. Hakim fait alors face au centre de rétention, aux polices des frontières, même aux traversées en mer. Il y a énormément de difficultés qui sont évoquées dans toute la bande dessinée. Le dernier tome, ça raconte la dernière partie du voyage. Donc c'est de la Macédoine à la France. Est-ce que Hakim et son fils Hadi ont pu rentrer ou non? Je ne vais pas vous spoiler plus que ça, donc j'en dirai pas plus. En tout cas, il s'agit pour moi d'une trilogie réellement coup de cœur. En plus, c'est basé sur une histoire vraie d'un réfugié syrien. Ça a fait frissonner. Personnellement, ça m'a même fait verser une petite larme. On est extrêmement touché tout le long pour Hakim. On est inquiet. On a envie de le voir atteindre son objectif de rentrer en France. On veut juste le voir connaître ce bonheur simple, en fait, d'être auprès de sa famille et de mener un quotidien normal, d'avoir un travail pour subvenir à ses besoins, d'avoir un toit, d'être heureux, tout simplement. Son périple dure quand même près de 3 ans, en passant de la Syrie, le Liban, la Jordanie, la Turquie, la Grèce, la Macédoine, la Serbie, la Hongrie, l'Autriche, la Suisse, et peut-être ou non la France, je ne le dirai pas, pour retrouver en fait sa femme et la famille de sa femme qui sont déjà sur place. Dans chaque début de tome, en tout cas dans le 2e et le 3e, on a un résumé du tome précédent si jamais on a oublié ou voilà si on n'a pas pu se procurer les anciens tomes. Donc ça c'est pas mal du tout. Et Fabien Toulmé fait le choix de s'incarner en tant que personnage dans l'histoire pour venir parler à Hakim et lui demander justement de témoigner de son histoire. Donc le livre commence avec la fin de l'histoire. Le style de dessin est très simple, épuré, mais il arrive quand même à retranscrire des émotions très très fortes. Et pour moi, c'est une BD une lecture qui est difficile. Parce que l'humain, on voit, il est souvent intolérant, il est profiteur, et cette injustice, elle fait vraiment mal au cœur. Mais c'est aussi une lecture pleine d'espoir, parce que heureusement, il reste dans ce monde quelques inconnus solidaires, prêts à tendre la main. L'Odyssée d'Hakim, ça m'a fait beaucoup de bien. Surtout dans un contexte politique qui était compliqué en France au moment où je l'ai lu, donc il n'y a pas si longtemps finalement, et je vous la recommande sincèrement. L'auteur m'avait d'ailleurs déjà ému avec une précédente BD en one-shot qui s'appelle « Ce n'est pas toi que j'attendais ». C'est une bande dessinée qui parlait d'un couple qui est dévasté en apprenant qu'ils attendent un enfant trisomique. Donc voilà, je pense que Fabien Toulmé aime bien les histoires tristes, aime bien les histoires qui arrachent le cœur, et j'aime bien ces histoires aussi, donc ça tombe très bien. Voilà, j'espère vous avoir donné envie de lire l'Odyssée d'Hakim, ou peut-être ce n'est pas toi que j'attendais aussi. En tout cas, moi j'ai adoré, vraiment une lecture coup de cœur, une lecture que je partage autour de moi et que je vous partage aussi. En tout cas, je vous souhaite de bonnes vacances ou bonne fin de vacances, et je vous dis à très vite à la rentrée au Contrecast. Bonne journée. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans la carte postale du Contrecast. Et pour cette petite carte postale, je choisis de me concentrer sur une lecture qui m'a bouleversé cette année et qui n'a aucun problème à rentrer parmi mes plus belles lectures de cette année. Cela est dû à une bande dessinée du nom de Dans un rayon de soleil de Steve Walden. Et Steve Walden, en fait, elle rentre un peu dans cette vague d'auteuristes qui se nourrissent des divers médiums artistiques et qui ont cette singularité dans leur bande dessinée
car ils apportent vraiment une réelle réflexion d'apport narratif dans leur BD par le biais des différents médiums qui les ont influencés, que ce soit du jeu vidéo, le cinéma, le manga, le comics. Et T. Walden donc, fait partie de ces jeunes autoristes qui notamment a su, dans un laps de temps assez court, se créer une certaine renommée. Elle a notamment gagné un certain nombre de prix, notamment le prix Ignace dans la catégorie meilleur auteur avec The End of Summer en 2016. Puis ensuite à 2 reprises avec le prestigieux prix Eisner avec Spining en 2018 et notamment Dans un rayon de soleil en 2020. Et l'autrice nous place en fait dans le quotidien de Mia, qui intègre une sorte de corps d'exploratrice, architecte, qui aborde un véhicule à l'apparence d'un poisson volant, erre à travers l'espace pour réparer des vestiges oubliés. Je vais volontairement pas vous en dire davantage, car l'autrice en fait apporte de manière volontaire aucun élément au contexte quant au fondement de son univers, des origines de ses personnages, est-ce qu'elles sont vraiment des exploratrices, car elles cherchent pas en fait, enfin, elles cherchent à se détacher justement des carcans liés au genre littéraire, car celui-ci a été catégorisé comme science-fiction, mais cette dernière ne la considère pas comme telle, car ça pour elle limiter du coup son œuvre au genre qu'on lui affuble, alors que voilà, c'est une œuvre où elle raconte une histoire de manière tout à fait sincère. Et de cette manière, c'est du coup dans un univers où on ne connaît pas les tenants aboutissants et comment celui-ci fonctionne, ce sont les personnages qui portent le récit. Elles façonnent le monde qui nous est dépeint, et leur action affecte sans cesse en retour ce dernier. Il n'y a pas que cet univers, mais aussi également notre perception, car leurs sentiments, leurs réflexions influent littéralement les planches que nous avons en visuel. Et tout au long de la lecture, on alterne entre du coup la vie actuelle de Mia, son passé, ses sentiments, ceux de ses compagnons, et des environnements dans lesquels on évolue. Et en fait, la compréhension de cet univers s'effectue par la brillante narration visuelle de T. Walden, où l'autrice apporte une grande attention à la place des décors. Ils ont un rôle aussi important des personnages, on pourrait les considérer comme des entités à part. Et par ce qu'on appelle cette narration environnementale, elle passe vraiment les décors ont vraiment un réel apport narratif dans le récit et apportent des symboliques hyper importantes dans le parcours de nos personnages. Et Dans un rayon de soleil, m'a frappé par sa puissance narrative et la manière dont son univers se met en place, et surtout par l'intelligence et la beauté de l'écriture de ses personnages, car T. Walden s'adresse avant tout aux individus par qui ils sont en tant que tels, par la manière dont ces derniers se définissent leur propre existence et par ce qu'ils désirent devenir. Et les personnages qu'on découvre au travers de son œuvre sont très imprégnés de son entourage cuir et cuir, son entourage cuir et sa sensibilité par la cause justement de LGBTQIA+. Et on y voit donc des individus dont les problèmes auxquels ils sont confrontés ne sont pas liés à leur identité, car pour elles, l'identité de genre ne devrait pas être un sujet de notre monde, mais devrait être quelque chose qui peut exister en même temps que nous vivons notre vie. Et l'autrice joue aussi sur le sens de l'utopie, qui se veut être un monde imaginaire qui se définit par ce qui existe déjà. Et si le monde Dans un rayon de soleil fonctionne si bien d'ailleurs, c'est parce que ce dernier n'est jamais défini. Que ce soit par son environnement, sa biologie, sa structure, sa structure sociale et politique. T. Walden, par ce biais, montre qu'elle cherche à briser les carcans à tous les niveaux, afin de dépeindre cette quête de soi, très délicate que mène Mia, et que toute personne pourrait mener. Et c'est vraiment une merveille narrative qui m'a énormément plu. Merci à vous pour votre écoute. Salut la team du Contrecast, j'espère que vous passez de bonnes vacances. Ici Escarina et comme promis, je vous laisse un petit message sur le répondeur avec mes recos pour cet été. Et ça tombe bien puisque ma première reco justement, elle s'appelle Été. Alors Été,
qu'est-ce que c'est ? C'est le premier jeu du studio québécois qui s'appelle Impossible. Alors c'est un petit jeu PC dans lequel vous incarnez un artiste peintre, un ou une artiste peintre d'ailleurs, qui débarque à Montréal et qui va devoir se creuser sa réputation d'artiste. Qu'en fait vous arrivez, vous n'avez pas un sou et votre objectif ça va être du coup de vous remettre quelques sous en poche en vendant vos toiles. Alors c'est un jeu qui est assez chouette, outre le fait qu'il soit très relaxant, il mélange dans ses concepts un gameplay un peu à la Power Wash Simulator et à la Sticky Business. Alors pour ceux à qui ça ne parle pas, je vais détailler un petit peu. En fait, vous êtes entouré d'un monde cartoonesque, on va dire, qui est complètement gris, dans des tons de gris, et vous allez balader votre curseur sur l'écran pour rendre des couleurs à tout ce qui vous entoure. Et en fait, plus vous rendez des couleurs à tous les objets et aux paysages qui vous entourent, plus vous allez gagner des points et débloquer des espèces de vignettes que vous pourrez réutiliser plus tard sur vos toiles. Donc en fait, c'est un espèce de jeu d'exploration dans lequel vous allez devoir recolorer un maximum de votre environnement. C'est très joli, on colore tous les paysages autour de soi avec son curseur comme si on redonnait les couleurs à un tableau d'aquarelle. Donc c'est vraiment très joli, il y a une petite musique très sympathique, un peu à la Amélie Poulain, on va dire des petites notes de piano comme ça, très douce, et donc le but ça va être de remettre de la couleur partout. Donc c'est pour ça que je le compare à Power Wash Simulator, parce qu'on balade son curseur un peu comme on baladerait son jet d'eau pour redonner de la couleur tout autour de soi. C'est vraiment super joli. Et donc on va explorer ce Montréal un peu fantasmé, on va dire, et on va essayer de collectionner un maximum d'objets pour ensuite pouvoir faire des toiles. Et donc c'est là que ça se rapproche de Sticky Business. En fait, vous allez devoir faire des quêtes pour des personnages qui vous passent des commandes en fait, et vous allez devoir composer des toiles avec l'ensemble des vignettes que vous aurez collectionnées au fur et à mesure du jeu. Vous allez pouvoir apposer des couleurs, enfin voilà, il y a vraiment plein de petites choses à faire. C'est très sympa, et puis c'est vraiment détente parce qu'il n'y a pas de game over, donc c'est juste on se balade, on rend de la couleur à tous ces paysages et on peut s'amuser en créant ses propres toiles. Donc voilà, ça dure entre 5 et 10 heures et c'est très chouette, c'est vraiment un cozy game parfait pour l'été. Donc ça c'était ma première reco. Ma deuxième reco, malheureusement elle est beaucoup moins fun, mais je l'ai adorée quand même, donc je vous en parle. Ma deuxième reco c'est une BD de Manu Larsenet, qui est un illustrateur, un auteur que j'adore, et qui a réinterprété le livre de Cormac McCarthy, La Route. Donc fin mars 2024, il a sorti donc La Route. Il avait déjà, c'est pas la première fois qu'il réinterprète des bouquins, puisqu'il avait déjà fait le rapport de Brodeck il y a quelques années de ça. Et donc là, il s'attaque à un autre monument de la littérature moderne, donc avec ce livre La Route, qui raconte l'histoire dans un univers post-apocalyptique d'un père et de son fils en fait qui se baladent sur une route dans un monde qui est complètement dévasté. Alors on ne sait pas trop ce qui s'est passé, on imagine qu'il y a eu une catastrophe écologique ou quelque chose qui s'y apparente. En tout cas, il y a presque plus personne dans cet univers à part quelques autres gens qui errent, et bien évidemment dans ce genre d'histoire, le principal ennemi de l'homme, c'est l'homme. Et donc on a une histoire très touchante avec un papa qui va essayer de protéger son fils et de le faire grandir dans cet univers très sombre. Et je trouve, alors moi je n'ai jamais lu le livre, je n'ai jamais vu le film, mais je pense que Manu Larsenet a réussi vraiment à retranscrire le côté le plus sombre de cette œuvre à travers son trait. Alors moi je le trouve très fort et c'est pour ça que je l'adore, cet auteur, c'est qu'il a vraiment une puissance dans le trait où il va être à la fois dans le très abstrait et des fois dans le détail, et ça donne un rendu, je trouve,
où il réussit vraiment à faire passer de l'émotion dans son trait. Moi, je le trouve exceptionnel, cet auteur, et je pense que, étant donné le sujet qui est abordé et l'histoire qui retrace, c'était l'auteur qu'il fallait pour réinterpréter ce bouquin. Alors c'est une histoire qui est très dure, qui vous tirera probablement quelques larmes, mais en même temps c'est un livre, une bande dessinée absolument magnifique. Donc je vous la recommande. Donc voilà, courez chez votre libraire indépendant, vous procurez La Route de Manu Larsenet, c'est une œuvre exceptionnelle de plus à son palmarès. Voilà, je vous quitte sur cette petite note, je vous souhaite un bel été, et puis avec un petit peu d'avance, une bonne rentrée aussi. Salut à toutes et à tous. Hello la team, c'est Rekma. J'ai une petite reco jeu vidéo pour vous. J'ai beaucoup hésité entre vous parler de Mini Shoot Adventures ou Worldless. N'y voyez pas là une tricherie pour placer deux recos en une d'ailleurs. Bref, disons que la période estivale se prêtera davantage au second puisqu'il est dispo sur pas mal de plateformes, dont la Switch, et que vous pourrez l'emmener partout avec vous cet été. Donc, Worldless, et je dis bien World, monde, et non Word, mot, est un Metroidvania qui nous vient tout droit d'Espagne. Pourquoi je viens vous parler d'un Metroidvania alors que le top est trusté par du très très lourd comme Hollow Knight, Ori et autres Guacamelee? Tout d'abord, Metroidvania oblige, Worldless est un jeu de plateforme aventure 2D. On navigue dans différents biomes, en général bien distincts, et on voit régulièrement des chemins inaccessibles, ou même notre progression se voit bloquée par le besoin d'une capacité spécifique, comme un double saut, un dash ou autre, qui nous permettra d'accéder à de nouvelles zones, etc. Jusqu'ici, on est dans la norme. Là où Worldless se démarque, c'est d'abord par sa direction artistique très stylisée et épurée. On joue sur l'antagonisme du blanc et du noir, du bleu et du orange, une notion de bien et de mal, ou pas, mais je n'en dirai pas plus, les screenshots ou vidéos sont bien plus parlants. Ensuite, la principale force du jeu vient à mon sens de sa gestion des combats. Dans un Metroidvania classique, on s'imagine rencontrer des ennemis qui viendront bousculer un peu notre maîtrise des différentes nouvelles capacités acquises au fur et à mesure de l'aventure. Ici, c'est plus ou moins pareil, sauf que il y a très peu d'ennemis, et chaque ennemi ne s'affronte pas en temps réel, mais chaque rencontre déclenche un combat au tour par tour unique. Et pas un tour par tour classique, mais un tour par tour relativement dynamique. On passe d'une phase d'attaque à une phase de défense, sur fond de jeu de rythme. Tout d'abord, il faut savoir que chaque phase est timée. Lors de la phase d'attaque, on va essayer d'identifier les faiblesses de l'ennemi. Doit-on opter pour des coups au corps à corps, à distance, de la magie, de quel élément? On va essayer d'enchaîner les bonnes attaques de la manière la plus fluide possible pour en placer un maximum dans le temps imparti. Afin, dans un premier temps, de déclencher un bonus lié à un genre de cap de faiblesse, et ensuite pour capturer l'ennemi. Et oui, tuer son adversaire n'est pas la solution ici. Il existe des ennemis orange et des ennemis bleus. Bizarrement, notre arbre de compétences est également basé sur une dynamique autour du orange et du bleu. Capturer un ennemi orange correspond à l'obtention d'un point de compétence orange. C'est brillant. Vous allez donc essayer d'affronter différents ennemis dans un ordre spécifique en fonction de leur découverte dans le monde pour définir votre chemin dans ces arbres de compétences. C'est vraiment top. Bref, fermons cette parenthèse progression et revenons au combat. En phase de défense, l'ennemi va effectuer une succession d'attaques qu'on va tenter de parer, esquiver ou contrer. Ces attaques suivent un pattern plus ou moins long et complexe qu'on doit apprendre pour s'en sortir au mieux. Il y a un très simple mais très efficace système de lignes verticales ou horizontales qui vont nous prévenir du type et du nombre d'attaques de ce type à venir. C'est à tout ça que je faisais référence quand je parlais de jeu de rythme et d'unicité des rencontres. Pour finir, le troisième élément marquant du jeu, c'est sa narration. Et là, Worldless nous achève. On est sur une narration basée sur l'interprétation, une narration environnementale. Il y a assez peu de texte au final, et c'est bien dans ce qu'on va vivre et les événements qu'on va traverser qu'on nous racontera l'histoire de ce monde, de ses personnages et créatures. Voilà, j'espère vous avoir donné envie. Quand j'y ai joué sur Xbox Series en fin d'année dernière, une démo était dispo, et il me semble que c'était le cas sur les autres plateformes également. Espérons que ce soit toujours le cas, sinon il faudra me faire confiance. Vous ne devriez pas le regretter. Allez, salut, bonnes vacances. Hey, salut les contrecasts!
Ça va? Vous allez bien? Ouais, c'est fait Alex. Ouais, on s'est dit qu'on voulait vous envoyer une petite carte postale. En direct de Partenaire. Oui, on est au flip. Ça vous dit peut-être rien, mais en fait, c'est un festival qui se tient sur 10 jours. Oui, festival ludique international de Partenay. On a joué aux jeux de société pendant... Bah là, nous, on reste 4 jours, 5 jours. Ouais, 5 jours tranquille, petite semaine. Petite chill, on est en coloc avec des gens du monde ludique. Des piou-piou du monde ludique. Enfin, des piou-piou des fois, quoi. Ouais, des fois. Là, ils voulaient pas parler au micro, par exemple. Mais on s'amuse bien. Et du coup, on voulait vous faire un petit coucou pour vous dire si vous avez l'occasion d'y passer l'année prochaine. De ouf, passez-y, ça rend trop bien. Et festival, c'est toute une ville. Ouais, toute une ville, festival familial, chill. Franchement, on n'est pas pressé, quoi. Alors là, quand il vous dit chill, c'est chill. Ah, grave. Genre, il n'y a rien qui est pressé, il y a du soleil, on va prendre l'apéro, on va prendre une glace, on va prendre le goûter. Ouais, voilà. Franchement, c'était stylé. Ça, c'est la journée. T'as kiffé, toi? T'as joué à quoi que t'as kiffé au chill au chill de Partenay, au festival de Partenay? Alors moi, on m'a fait jouer parce que c'est chill, mais ça n'empêche pas d'avoir une petite conscience et tout. Et donc, on m'a fait jouer au cortège, petite émission du Défaussé qui arrive dessus. Je ne vous dis que ça. Et toi? Écoute, j'ai un peu joué à l'Orcana et Altered. Bon, ça c'était pour les noter, quoi. Sortez-moi de là. Je pouvais pas le faire. On parle de ça tous les jours. Mais j'ai kiffé un jeu qui va sortir chez Monolith. On y a joué aujourd'hui, je crois. Le Tower Up. Oui, vrai. Oh, c'est petite surprise en plus, on pour y a moi. joué. Ouais, je connaissais d'avant, mais là j'étais content d'y rejouer. C'est vrai? Ouais. Ok. Ouais. Et on a joué sur une version quand même hors norme. Ouais, version géante. Et du coup, le but, c'est comme le nom l'indique, de Tower Up, de construire des bâtiments. Et du coup, sur une version géante, c'était d'autant plus agréable, je trouve. Mais vraiment. Hein? Une impression de construire vraiment. Ouais, grave. Et donc voilà, c'est Monolith, c'est les gens qui ont fait des gros jeux comme Conan, Batman, des KS d'habitude. Mais là, c'est un jeu qui vont sortir en magasin bientôt, donc c'était plutôt cool. Petite surprise. Mais bon, là on doit retourner jouer, donc voilà, on vous fait des bisous. D'ailleurs, nos Piu colocs sont en train de faire leur proto et on doit leur tester, donc voilà. On n'a pas le temps. Donc des bisous à vous. Bye. Ciao. Ouais, salut, c'est Esprit. Je voulais te parler d'un artiste que j'aime beaucoup, un artiste qui a deux noms, à la fois pour être acteur et à la fois pour être chanteur, et ce n'est pas Donald Glover, Childish Gambino, qui vient de sortir son dernier album dernièrement et tout, sous ce nom-là, sous le nom de Childish Gambino. Il a décidé d'arrêter sa carrière musicale sous ce nom-là, après, ce qui va continuer plus tard sous un autre nom. À voir et tout, mais voilà, je voulais parler d'un autre acteur, un mec qui s'appelle Jacob Anderson, et son nom de chanteur c'est Raleigh Ritchie. Alors là, dit comme ça, t'as l'impression que tu sais pas trop de qui je parle et tout, et moi j'aime beaucoup ce moment-là où t'as l'impression de parler de quelqu'un dont tu es le seul à connaître l'existence. Mais pour te situer qui est Jacob Anderson, l'acteur, c'est dans Game of Thrones, le personnage de Vergris. Et Vergris, si tu ne te souviens plus de Game of Thrones, parce que Game of Thrones ça date aussi il y a très longtemps maintenant, à l'échelle d'Internet, et voilà. Vergris, c'était on va dire le chef des armées de Khaleesi. Quand à un moment dans la saison 3, enfin parce qu'il arrive à partir de la saison 3, elle vient pour chercher libérer une armée, enfin acheter une armée et en même temps libérer les esclaves. En fin de compte, il y a je sais plus comment elle s'appelle ce type d'armée, enfin bref, c'est les guerriers qui ont peur de rien et qui vont jusqu'à la mort là. Le chef des armées il s'appelle Vergris, et donc c'est lui, cet acteur. Et pour situer autrement pour d'autres personnes, parce que moi je regarde pas cette série, il a aussi joué dans Doctor Who, dans les 6 ou 7 premiers épisodes de la saison 13, pas saison 13, de 2000, enfin la saison sortie en 2013, avec la dernière avec Jodie Whittaker. J'ai fait mes devoirs. Donc ouais, il jouait dans les 6 premiers épisodes, je crois, et j'ai noté son nom, comme ça tu sauras. Dans les 6 premiers épisodes, il joue le nom de Easton V. Winder. Voilà, donc pour ceux qui cherchent à savoir qui était Jacob Anderson, c'est lui. Et aussi très très récemment, il a commencé à jouer dans une série qui est adaptée du bouquin Entretien avec un vampire. Le bouquin est sorti en 1976. Il y a eu un film
C'est ce qui a vraiment fait exploser le bouquin pour plein de gens, c'est le film qui est sorti dans les années 90 avec Tom Cruise et Brad Pitt là. Mais à la base c'est un bouquin et là il y a une nouvelle adaptation de ce bouquin. Il y a eu plein d'autres adaptations, il y a même un manga autour de Entretien avec un vampire qui est sorti et du coup tout ça pour dire il joue dans la série depuis 2022. Il y a 2 saisons actuellement qui sont sorties, il y a la 3e qui vient d'être annoncée et la première saison est disponible en France sur Paramount+, qu'on peut avoir sur l'offre Canal+. Je sais pas si on peut l'avoir autrement, mais en tout cas, il y a une offre groupée avec plein de plateformes différentes, et donc c'est comme ça que j'ai vu Entretien avec un vampire, et en plus c'est une saison assez courte, c'est 7 épisodes je crois. Et donc dans la série, il joue le rôle principal, Louis de la Pointe du Lac, je crois, c'est ça. Et pour ceux qui connaissent pas Entretien avec un vampire, c'est l'histoire d'un vampire qui raconte sa vie à un journaliste, de comment il a été transformé en vampire par un autre vampire qui s'appelle Lestat, comment il a une relation avec Lestat, et comment en fait ces 2 personnages très avec une relation homosexuelle affirmée et tout, ce qui est beaucoup plus le cas dans la série que dans le bouquin à la base. Bref, ils créent un 3e vampire qui s'appelle Claudia, et comment ces 3 personnages-là gravitent, se construisent une famille, comment se déchirent, voilà, bref. Donc la série est très bien, très bien, je pense que c'est une adaptation pas mal plutôt, qui donne envie de lire le bouquin. Après il y a des choses en votre compte qui sont un peu pittoresques et tout, mais est-ce que c'est le style qui le veut, est-ce que c'est le bouquin qui est comme ça et tout? Je trouve que ça va parfois beaucoup trop vite quand tu binge-watch la série, mais bon bref, c'est une très bonne adaptation et très bonne ouverture au bouquin. Et voilà, donc du coup voilà, ça c'est Jacob Anderson, l'acteur, mais je te parle de lui parce que moi je le découvre surtout, j'adore l'écouter parce qu'en fait il a sorti donc 3 albums dans sa carrière musicale. Le premier album est sorti en 2016, qui s'appelle You're a Man Now Boy, tu es un homme maintenant garçon, entre guillemets, en VO dans le texte. Et le deuxième album en 2020, il s'appelle Andy, et là en 2024 il a sorti un nouvel album très récemment qui s'appelle Dead Ends and Diversion. Et voilà, moi je trouve que musicalement c'est très intéressant. Alors c'est un peu pop rap on va dire, et j'aime bien écouter cet artiste là pour la simple raison que personne ne l'écoute, et en fait j'ai l'impression de vraiment apprécier un artiste, non pas parce qu'on me l'a survendu, mais parce que en fait j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et en plus voilà, le parallèle avec Donald Glover et tout, il est assez intéressant parce que t'as vraiment Donald Glover qui lui est encensé par la critique. Oh là là, mon Dieu, c'est très fort de faire de la musique, de jouer en même temps. Bon, après Donald Glover est ultra créatif dans tout ce qu'il fait. Il y a vraiment une recherche esthétique, une recherche au niveau de ce qu'il raconte visuel et tout. En fait, il est ultra référencé dans Donald Glover. Ce qui est un peu moins le cas de Raleigh Ritchie, mais quand même, je ne nie pas la qualité musicale de Raleigh Ritchie. Donc voilà, c'était juste une manière en fait pour moi de parler de ce mec-là et tout, à la fois pour sa carrière d'acteur et pour sa carrière musicale. Si tu as l'occasion de jeter une oreille à ce qu'il fait, je pense que ça te plaira. Et après dans les séries, dans les films qu'il fait, on va sur IMDb, on regarde sa carrière et tout. Je pense que c'est une personne à suivre, et très intéressante artistiquement. Voilà. Oh là là, bah dis donc, ça en fait de la carte postale, hein. Tellement de quoi à faire, à lire, à jouer, à écouter, à voir, enfin bref. Merci beaucoup pour toutes ces cartes, et ce que je vous propose, c'est de passer une belle rentrée 2024, et puis on se retrouvera de toute façon très rapidement pour un épisode traditionnel. A plus. Fin de transmission.